On a vu ensemble comment survivre sous le feu, en pleine zone chaude. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que les tirs s'arrêtent? Le danger immédiat est peut-être écarté, c'est vrai, mais le combat pour la survie, lui, il entre dans une phase complètement nouvelle et tout aussi décisive. C'est pile la question qui nous fait basculer de la zone chaude à ce qu'on appelle la zone froide. Parce que si la menace des balles a disparu, attention, un autre ennemi prend le relais. Les blessures internes, l'hémorragie qui continue. En fait, la course contre la montre ne s'arrête pas vraiment. Elle change juste de visage. Bon, alors, comment on s'y prend concrètement? On va suivre ensemble 5 étapes clés. D'abord, bien comprendre ce qu'est vraiment cette zone. Ensuite, on passera à la réévaluation critique du blessé, puis aux soins avancés qu'on peut enfin prodiguer. Et pour finir, on verra comment préparer le transport et surtout comment éviter les erreurs qui pourraient tout anéantir. Ok, première étape, cette fameuse zone froide, c'est quoi au juste? En fait, c'est bien plus qu'un simple endroit, c'est un changement complet de mentalité. On passe de la survie pure et dure à la médecine méthodique. Le mot-clé ici, on le voit bien, c'est sécuriser. C'est cette sécurité qui change absolument tout. Tout d'un coup, on a le temps, on a les moyens de faire bien plus qu'un simple garrot posé à la va-vite. On peut, enfin, commencer à traiter le patient en profondeur. Et cette analogie avec l'arrêt au stand de Formule 1, franchement, elle est parfaite. Parce que la zone froide, attention, ce n'est pas une pause café, c'est vraiment ce moment ultra concentré où toute une équipe s'active pour tout vérifier, tout réparer, juste avant que la course reprenne, direction l'hôpital. Ce tableau, il résume tout parfaitement. En zone chaude, l'objectif, il est simple, il est brutal. Stopper l'hémorragie massive et se mettre à couvert. Point. Mais en zone froide, là, le jeu change complètement. On passe à un bilan complet, on prépare le transport, on stabilise pour la suite. En gros, on ne se contente plus de boucher les trous, on commence à reconstruire les fondations. On passe à la deuxième partie, on est en sécurité. Le réflexe, ce serait de se dire « Allez, on commence de nouveaux traitements ». Eh ben non, surtout pas. L'action la plus cruciale, la toute première, c'est de tout réévaluer, de A à Z. Alors on reprend ce fameux protocole MARCH, mais cette fois avec un niveau de détail beaucoup plus élevé. On se pose les bonnes questions. Est-ce que le garrot posé à la hâte tient toujours le coup? Le pansement sur le thorax, il est toujours bien étanche? Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle hémorragie qui démarre? C'est une checklist systématique parce que, soyons clairs, l'état d'un patient, ça peut basculer en l'espace de quelques secondes. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. Le protocole MARCH, ce n'est pas une checklist qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est une boucle, un cycle, une vigilance de tous les instants. Chaque fois qu'on bouge le blessé, hop, on recommence. Parce que supposer que tout va bien, c'est le meilleur moyen de le perdre. Voilà. Une fois que cette réévaluation est faite et que la situation est, disons, stabilisée, là, on peut passer à la vitesse supérieure. La sécurité de la zone froide, c'est ce qui nous ouvre la porte à des interventions bien plus poussées. Et là, c'est tout un arsenal de soins qui devient possible. On peut enfin poser une voie veineuse pour les fluides, donner de l'oxygène, gérer la douleur. Et attention, chaque geste n'est pas juste là pour maintenir la personne en vie. Non, il est là pour lui donner les meilleures chances de récupération en luttant activement contre des choses comme le choc ou l'hypothermie. Bon, le patient est stabilisé. Et maintenant? Maintenant, il faut le préparer pour la suite. La prochaine étape de la chaîne de survie, l'évacuation. Et cette phase est tout sauf passive, il faut bien le comprendre. Là aussi, la méthode est super rigoureuse. On conditionne le patient, comme on dit. C'est-à-dire qu'on le fixe bien, on le couvre pour le protéger du froid. Évidemment, la surveillance des signes vitaux, elle, ne s'arrête jamais. Et surtout, on documente absolument tout. Chaque soin, chaque observation. Il faut voir cette fiche comme la mémoire vivante du patient. Cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. Penser que le boulot est terminé une fois que le patient est dans l'ambulance, c'est une erreur qui peut être fatale. Le transport, c'est une phase de soins à part entière. C'est un moment où le patient est hyper vulnérable et où la vigilance doit rester à son maximum. Et voilà pourquoi c'est si important. Cette petite fiche de suivi, au fond, c'est tout l'historique des gestes qui ont permis de sauver la vie du blessé jusqu'à ce moment précis. Sans elle, l'équipe qui prend le relais, elle navigue à l'aveugle, elle risque de répéter des soins, ou pire, d'ignorer une info vitale. C'est le véritable pont de communication entre le terrain et l'hôpital. Allez, on attaque la dernière section. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce que tout le travail incroyable qui a été fait jusque-là peut être réduit à néant par de simples erreurs d'inattention pendant cette phase de transition. Ce tableau, il est assez frappant, non? Ce ne sont pas des risques théoriques, des peut-être, non. Ce sont des enchaînements directs et souvent brutaux. Un patient mal attaché, il peut se faire une autre blessure. Une info oubliée,
ça peut mener à un traitement complètement inadapté. Chaque ligne nous montre comment des heures de travail acharnées peuvent être anéanties par une seule seconde d'inattention. Voilà le message clé à retenir. Le terme zone froide, il décrit la menace à l'extérieur, il ne décrit pas du tout l'état du patient. Le patient, lui, il reste dans un état critique super instable. Donc la complaisance, se dire c'est bon, le plus dur est fait, c'est l'ennemi numéro 1 pendant cette phase. Alors, pour conclure, si on devait tout résumer, quel est le maillon essentiel, le pont qui relie le sauvetage sur le terrain à la survie à l'hôpital? Qu'est-ce qui fait que tout ce travail n'aura pas été fait pour rien? Eh bien, la réponse, elle est là, dans cette idée de chaîne. Ce n'est pas un seul geste héroïque qui sauve une vie. C'est la solidité de chaque maillon, les uns après les autres. De la réévaluation méthodique sur le terrain jusqu'à la transmission limpide des informations, tout, absolument tout, repose sur une communication sans faille. C'est ça, le véritable ciment de la chaîne de survie.